Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de conférences. Je voudrais d'abord remercier le Cité des Sciences pour l'organisation de cette série des conférences sur des milieux extrêmes pas si stériles. Je m'appelle Adrienne Kish, je suis maître de conférence du Muséum national d'histoire naturelle ici à Paris et je travaille au sein de l'équipe biochimie des interactions microbiennes dans le laboratoire molécules de communication et adaptation des micro-organismes. Ce soir, je vous présente les microbes de l'extrême, les durs à cuire. Les gens me posent souvent les questions, pourquoi je m'intéresse aux extrémophiles? Et en fait, mon intérêt pour les extrémophiles a commencé d'abord par un intérêt en exobiologie. La recherche pour la vie sur d'autres planètes nécessite d'abord comprendre mieux la vie sur la seule planète qu'on sait qu'il y a la vie, la Terre. Sur la Terre, il y a encore des endroits très extrêmes pour nous, les êtres humains, mais il y a des micro-organismes là-bas qui sont capables de survivre dans des conditions que nous, on ne peut pas. Ces organismes s'appellent des extrémophiles. Mais ça pose la première question, extrême pour qui? Qu'on regarde une image comme vous voyez dans votre écran maintenant, ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour nous de prendre nos vacances. Mais est-ce qu'il y a des micro-organismes dedans? Ou est-ce qu'il y a des endroits trop extrêmes pour la vie sur notre planète? Ou encore, est-ce qu'il y a la vie, mais on n'est pas capable encore à détecter la vie là-bas? Ce sont les sortes de questions qu'on pose dans la recherche sur les extrémophiles. Mais ce concept extrême, il y a déjà un biais. Le biais, c'est anthropocentrique. Le terme extrême, c'est autour de les conditions que nous, les êtres humains, préfèrent. Alors, même si nous, on préfère une journée à la plage, il y a des micro-organismes qui préfèrent et pourtant besoin des conditions, par exemple, à forte concentration des métaux ou à saturation du sel ou en présence des fortes températures, de haute pression ou des extrémités de pH. Il y a encore des micro-organismes qui sont capables de survivre des radiations, malgré le fait que notre planète, la magnétosphère et l'ozone, nous protègent contre ces radiations. Alors, c'est ces endroits qu'on va explorer ensemble ce soir, des environnements extrêmes, pour voir le potentiel pour la vie et les mécanismes de survivre de ces micro-organismes. Il faut d'abord savoir que l'histoire de la vie sur notre planète n'est pas l'histoire de l'homme. C'est surtout l'histoire des micro-organismes. Si on imagine l'histoire de notre planète comme une horloge à 24 heures, on a à temps zéro la formation de la Terre. Il y a en gros 4,6 milliards d'années. Ensuite, il y a une période on pense l'hypothèse qu'il y avait un grand bombardement tardif. C'était une période de volatilité de notre planète avec des impacts multiples, avec du volcanisme, sans protection d'une ozone ou une atmosphère. Et bizarrement, c'était juste après cette période, si on peut imaginer notre horloge, c'était juste avant 3 heures du matin, on a le date présumée pour l'origine de la vie. Les premières formes des micro-organismes étaient les organismes qu'on s'appelle les prokaryotes, parce qu'ils ont leur ADN sans un noyau. Et c'était grâce à la présence de ces organismes qu'on a l'arrivée de l'oxygène dans notre atmosphère. En fait, l'oxygène était produit par ces micro-organismes. C'était les ancêtres des cyanobactéries. Les organismes un peu plus compliqués, toujours unicellulaires, mais avec un noyau, fait leur apparition vers 13 heures. Ce sont les eucaryotes. Ensuite, on a des organismes maintenant multicellulaires à peu près 16 heures de l'après-midi. Et juste là, à la fin,
on a l'arrivée de l'homme. Alors, l'histoire de la vie sur notre planète n'est pas notre histoire, c'est surtout l'histoire des micro-organismes et surtout des prokaryotes qui ont habité notre planète pendant des périodes bien plus extrêmes que maintenant. Et on a les organismes modernes qui habitent toujours dans des milieux plus extrêmes. Si on veut explorer un peu ces différents types d'extrémophiles et différents environnements, on peut commencer par des environnements très salés. Des environnements hyper salins sont beaucoup plus salés que nous. Alors, si on regarde un peu en comparaison au niveau de salinité, si on voit voilà, la salinité dans notre corps, représenté ici par une solution physiologique, on voit la différence avec l'eau de mer et encore plus les environnements hyper salés. Des environnements très salés, ils ont une salinité plus de 28 fois plus que si en physiologique ou vers 7 fois plus que l'eau de mer. C'est ça qu'on veut dire pour hyper salin. Et il y a quand même des organismes qui sont capables à non seulement continuer à survivre à des fortes concentrations de sel, mais ils peuvent survivre également à saturation du sel. Ils sont capables à se mettre à l'intérieur des cristaux de sel, dans les toutes petites gouttes d'eau qui restent dans les inclusions au sein des cristaux de sel. Dans cette image, vous voyez des cristaux de sel, c'est du sel de table, du NaCl. Et vous voyez cette couleur rose qui est due au pigment des micro-organismes qui continuent à survivre à l'intérieur. Il y a des études qui montrent que c'est possible pour ces organismes de continuer à survivre à très longue durée. Souvent, c'est marqué, voilà, 1000 ans, 3000 ans et encore plus au sein de ces petits cristaux. On trouve les archéolophiles isolés à partir des différentes sels, y compris les sels utilisés pour la conservation des poissons et d'autres nutriments, mais aussi dans les marais salants. Vous voyez, voilà les images de Majorque en Espagne, mais on a également des sites comme ça en France, à Aigues-Mortes. Le couleur rose a dû à la présence de ces micro-organismes halophiles, les organismes qui aiment bien le sel. Et on les voit par leur couleur un peu rose, qui est leur pigment, qui est comme une crème solaire dans ces environnements. On a également d'autres organismes qui aiment bien la haute pression. Voilà, pas ce type de pression, plutôt ce type de pression. La pression aux profondeurs des océans. Ces organismes s'appellent des barophiles parce qu'ils aiment bien la haute pression. Et quand on imagine la pression, ça c'est un concept qui est plus difficile à comprendre. Alors si on a la pression atmosphérique qui est à 1 bar, une machine à café, ça fait une pression d'à peu près 10 bars. On augmente de pression à peu près à 1 bar de pression pour chaque mètre de profondeur dans les océans. Alors qu'on fait de plongée en apnée, on arrive vers 20 bars, qui est le maximum qu'un être humain sans un combinaison de protection peut survivre. Mais les sous-marins peuvent atteindre des pressions de plus de 80 bars et les grands cachots peuvent survivre à des pressions encore plus à 250 bars. Le problème avec haute pression, c'est que ça peut écraser des cellules. Ça met de pression partout sur les cellules. Nous, on ne peut pas survivre sans ce type de combinaison ou d'autres types de protection. Mais les micro-organismes, ils n'ont pas ce type de protection. Il y a des micro-organismes qu'on s'appelle les barophiles, qui sont les grands champions de haute pression. Le champion connu jusqu'au présent, ça s'appelle Pyrococcus CH1. Cet micro-organisme qui est identifié pour la première fois dans une source chaude a une profondeur de 4100 mètres, qui est équivalent à une pression de 410 bars. Mais une fois dans le laboratoire, des chercheurs ont fait des tests pour augmenter la pression et ils ont trouvé que cet organisme peut survivre jusqu'à 1200 bars de pression.
et en présence de forte chaleur également. Il y a des micro-organismes qui aiment bien les deux extrémités de température, très froid ou très chaud. Nous, on est un peu moins fan des extrémités de température. On doit changer notre comportement, soit en des présences des températures très très froides, nous habiller pour nous protéger contre les températures très basses, ou en forte canicule, on doit boire beaucoup d'eau. Mais les micro-organismes, c'est un peu différent. On peut les trouver même dans les endroits qui ont du froid et le chaleur en même temps. Cette image, c'est une source chaude au Canada en plein hiver. Et si on fait un zoom, vous voyez le source chaude entouré avec de la neige et la glace et dedans des micro-organismes. Vous voyez le biofilm et surtout les cyanobactéries qui sont capables à survivre dans cette forte chaleur, même avec toute la glace autour de cette source chaude. Les organismes qui aiment bien les températures très basses, on les appelle les sacrophiles, qui aiment bien le froid. Le grand champion de basse température jusqu'au présent, c'est Planococcus. Alors, vous voyez, à moins 10 degrés, vous pouvez même poser la question comment c'est possible, parce que normalement, on a la glace et pas de l'eau liquide. Ça, c'est grâce à la présence à la fois de basse température et du sel. Et le sel permet de garder l'eau liquide. De l'autre extrémité, on a les températures très, très élevées, encore une fois, à profondeur dans les océans. Les deux champions sont Pyrrholobus fumari à 113 degrés, Methanopyrrhus qui peut survivre à 122 degrés. Vous pouvez également poser la question comment c'est possible à plus de 100 degrés d'avoir toujours de l'eau liquide. Et ça, c'est grâce à haute pression. La pression permet des températures très élevées, toujours en gardant de l'eau liquide. Alors, si vous vous intéressez sur les hyperthermophiles, il y a la conférence la semaine prochaine avec Patrick Forter. Il va présenter encore plus sur les hyperthermophiles et également les virus des hyperthermophiles la semaine prochaine, même temps à 19h. Il y a aussi les micro-organismes qui aiment bien les extrémités du pH. Alors, vous pouvez voir sur ce schéma les différentes extrémités du pH entre des conditions très acides jusqu'à des conditions très alcalines. Les organismes qui aiment bien des conditions très acides, on les appelle les acidophiles. Et on a les organismes qui aiment bien les conditions plus alcalines, ils sont les alcalinophiles. Les milieux acides sont souvent mélangés avec d'autres stress. Ce n'est pas isolé. Alors, cet exemple-là, c'est le Rio Tinto en Espagne. C'est un endroit avec beaucoup de métaux lourds. Et cet environnement est également très acide. Mais cette fois-là, ce n'est pas l'environnement qui était acide à la base, ce sont les micro-organismes qui ont produit l'acide. Force à leur métabolisme, et quand ils utilisent des métaux dans leur métabolisme, ils produisent du acide sulfurique comme déchet de leur métabolisme, et c'est ça qui rend le milieu plus acide. Et les autres organismes sont adaptés, ils aiment bien ces conditions très acides. Il y a également d'autres sources chaudes, comme le parc Yellowstone aux États-Unis, avec un mélange des conditions acides avec des métaux et à forte chaleur. À l'autre extrémité, on voit Mono Lake, ça c'est en Californie, et c'est un lac avec les présences de beaucoup de sel, mais c'est très alcaline. Nos deux champions du pH sont Picrophilus, à un pH juste un peu plus de 0. Et à l'autre extrémité, on a des organismes qui peuvent survivre même à 12,5 comme pH, toujours en faisant leur division cellulaire. Alors, c'est intéressant, mais en ce moment, surtout avec le COVID, on est très occupé par les enjeux de santé, et c'est normal. Alors, vous pouvez même poser des questions. Ces extrémophiles, est-ce que ça pose encore un autre enjeu de santé? Cette fois-là, heureusement, non. Ces organismes ne posent pas un risque pour nous. Et ça, c'est parce que nos corps ne sont pas suffisamment extrêmes pour eux.
Même dans nos estomacs, qui sont les environnements les plus extrêmes de notre corps, les micro-organismes là-bas sont protégés de l'exposition directement à l'acide. Alors, ils ne sont pas des acidophiles. En fait, ils sont protégés de cet espace extrême. Alors, s'ils ne sont pas dangereux pour nous, on peut poser des questions. Pourquoi on s'intéresse à ces micro-organismes? Première chose, ces organismes nous donnent un autre regard sur le monde vivant. C'est à peu près la même sorte de regard que c'était donné avec cette image-là. C'était une photo qui était prise par Apollo 8. Et c'est pour la première fois qu'on a vu notre planète entière et tout le monde vivant qu'on connaît est là. Ça change notre perspective sur nous, surtout notre place dans le monde vivant et à quel point la vie est difficile à trouver dans le système solaire. Alors nous, on devient moins important et on est juste une partie d'une planète vivante. Les extrémophiles nous donnent le même regard sur qu'est-ce que c'est possible pour la vie et à quel point nous, les êtres humains, sommes un peu moins importants au final dans la grande histoire de la vie sur notre planète. Une autre question que vous pouvez également poser, est-ce qu'il y a des applications des extrémophiles? La réponse là, c'est oui, mais il n'y en a pas toujours commencé avec une application comme objectif. Je vous explique. Un très bon exemple de ça, c'est les polymérase ADN TAC. C'est un enzyme qui permet de faire des copies de l'ADN. En fait, l'histoire-là a commencé en 1969 avec des chercheurs au parc Yellowstone aux États-Unis qui ont juste essayé de trouver quelles sortes de vie peuvent survivre dans ces conditions. Vous pouvez voir qu'ils ont isolé cet organisme, Thomas aquaticus. Et avec 20 ans de recherche sur cet organisme et ce mode de vie, ils ont réussi à isoler un enzyme, le polymérase de l'ADN, qui permet à cet organisme de répliquer son ADN avant de faire une division cellulaire normale. Mais une fois extrait, les chercheurs ils ont réalisé que ça peut être utilisé in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai, pour d'autres choses, pour faire d'autres copies de l'ADN à l'extérieur d'une cellule. Et couplé avec des avancements en technologie, ça fait partie de l'histoire, la révolution génétique en biologie. Il y avait les premières, grâce à cette technologie, on a le premier génome qui était séquencé d'une bactérie mésophile, et c'était l'agent pour la grippe. Alors, il y a toujours une connexion avec les enjeux de santé. Et également, un archéi extrémophile, Methanococcus genaceae. En 2001, il y avait la première version du génome humain qui était séquencée. Et maintenant, tout le monde commence à comprendre bien l'idée du PCR grâce aux tests pour COVID. Mais en fait, il faut toujours rappeler que la recherche commence avec une grande partie juste d'exploration. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver et qu'est-ce qui sera utile plus tard. Une bonne mesure, c'est approximative, ils feront plus de 15 ans de recherche juste pour la découverte comment le vivant fonctionne avant d'arriver à la cerise sur le gâteau qui sont les applications. Et ça arrive juste à la fin. Alors, sans toutes ces parties de recherche fondamentale, les 15 ans de recherche fondamentale, on n'arrive jamais à ces applications. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet équilibre entre recherche fondamentale et appliquée. Une autre application possible s'appelle biorémédiation. C'est une application qui devient plus en plus importante, surtout avec l'idée d'une économie verte. Le concept, c'est d'utiliser le vivant pour dépolluer des endroits les plus contaminés. Ça peut être des zones minières qui sont riches en métaux lourds et les pollutions liées avec ces activités minières. Ou ça peut être également comme l'exemple de l'accident avec le centrale nucléaire de Tchernobyl ou plus récemment Fukushima. Alors, comment on peut utiliser des organismes qui aiment bien des conditions extrêmes pour dépolluer ces zones?
Un exemple de ça, c'est un projet de recherche qu'on a fait ensemble avec le CEA. Alors, les chercheurs du CEA, ils ont, sous la direction de Virginie Chaperon, elles ont échantillonné vers les zones de stockage des déchets nucléaires de l'accident de Tchernobyl. Vous voyez un tranchée de stockage pour les déchets nucléaires et ils ont échantillonné plusieurs endroits pour caractériser les micro-organismes qui sont capables à survivre en présence de fortes concentrations de radionucléides et des métaux. Et ils ont isolé plusieurs souches d'une bactérie qui s'appelle Lysini-Bacillus. Alors, en collaboration avec eux, on a pris une série de ces bactéries et on a mis soit juste toute seule ou soit en présence des métaux. Cette fois-là, c'était le fer. Et vous pouvez voir la différence entre les deux images. Ça, c'est des microscopies électroniques à balayage. Et la partie blanche que vous voyez ici, c'est bien des minéralisations avec le fer qui se passent à la surface de ces bactéries. Quand on regardait un peu plus près, on a vu ces magnifiques images les extérieurs des cellules, mais vides. Tout est minéralisé, mais il n'y a rien dedans. Vous pouvez voir les trous là et là. Il n'y a pas de cellules à l'intérieur. Alors, c'était grâce à ces images qu'on a commencé à comprendre que voilà la paroi cellulaire et l'enveloppe cellulaire de ces bactéries. Ils ont une membrane lipidique, leur paroi cellulaire, et tout au-dessus, ils ont une couche de surface, une structure ordonnée, des protéines, tout à la surface, et c'est là qu'on trouve la minéralisation. Alors, on a regardé de plus près et on a trouvé des cellules, comme vous pouvez voir dans les images là. Ça, c'est l'extérieur de ces cellules, cette couche de surface, ou autrement dit, couche S, complètement minéralisée, qui se sépare des micro-organismes vivants. Les micro-organismes vivants se sortent de leur couche S minéralisée et que vous pouvez voir avec les flèches ici jaunes, recommence leur division cellulaire. Quand on regarde de plus près, on voit la couche de surface de ces cellules minéralisées, les cellules sortant en bleu et la flèche jaune avec la division cellulaire. Ça, c'est un nu de leur surface minéralisée. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'informations scientifiques, c'est très simple. En fait, c'est comme un serpent qui sort de leur peau. C'est la même chose pour ces bactéries. Ils sont capables de sortir de leur peau minéralisée et reformer une autre couche de surface pour remplacer la partie qui est minéralisée et continuer de vivre. Ça donne des pistes potentielles pour une application future en biorémédiation des eaux et des sols pollués avec des métaux. Alors, comme ça, vous pouvez voir comment la recherche fondamentale développe des concepts qui peuvent être utilisés plus tard dans les applications pour les enjeux sociétaux. Mais comment est-ce qu'on trouve tous ces projets de recherche et qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire? Alors, la partie que nous, et comme vous, aime bien, c'est la partie sur le terrain. Ça, c'est une image de l'équipe d'IM de l'Université Paris-Saclay à Dalal en Éthiopie, en train de faire des échantillonnages sur un des endroits les plus extrêmes de notre planète. Alors, pour étudier les extrémophiles, on commence toujours par une caractérisation des environnements extrêmes, leur biodiversité et les interactions entre l'environnement et les micro-organismes. Alors, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est un lac salé, à Marie-Salon au Canada. Et je suis en train de faire des échantillonnages. Vous pouvez voir les petits tubes là pour récolter les échantillons et la couleur rose qui est due au pigment, le petit crème solaire des micro-organismes que je suis en train de récolter. On peut également utiliser cette espèce de coton-tige, même sorte que vous utilisez pour les tests de COVID, mais cette fois-là, on se gratte sur la surface pour préserver l'ADN, pour faire des séquençages et d'autres tests plus tard dans le laboratoire. Ça peut également ressembler à ça. C'est une image de moi en train de faire de microscopie en fluorescence sur un bateau de recherche en Arctique. L'idée là, c'est qu'on était dans l'Arctique à Svalbard en train de faire une récolte des échantillons, on les ramasse, revenir sur le bateau de recherche et là, grâce au microscopie en fluorescence, je pouvais identifier les organismes vivants et morts
dans ces échantillons, même sur le terrain. On peut également, sur le terrain, cette fois-là, c'est le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. On peut échantillonner donc pour explorer toute la composition géologique et géochimie et également prendre des échantillons des organismes vivants. On peut utiliser des appareils comme ça pour tester pour la présence des pigments. Et c'est pour ça que vous voyez une chercheuse ici un peu cachée. C'était pour protéger l'instrumentation de la lumière du soleil pour faire des différents tests. On peut voir également une image comme ça c'est Donato Giovanelli en train d'échantillonner sur un volcan en Costa Rica avec une expédition Deep Carbon Observatory pour comprendre des milieux plus profonds de notre planète. Ou également, ça c'est une source chaude, pas profonde cette fois-là, vers la Grèce, est en train de faire un peu de la plongée pour récolter des échantillons. Dans les environnements les plus extrêmes, vous pouvez voir, il faut être un peu créatif pour récolter des échantillons, même pour filtrer le matériel. Ça, c'est encore l'équipe DIM à Dalal en Éthiopie, en train de filtrer leurs échantillons pour faire des analyses. Une fois qu'on a ramassé tous les échantillons, on les récolte, on en ramasse au laboratoire. Le prochain étape, c'est d'essayer d'isoler et cultiver des micro-organismes. Même maintenant, grâce à des séquençages des génomes, il y a toujours une utilité pour isoler et cultiver les micro-organismes parce qu'ils souvent des mécanismes moléculaires pour leur survie, on ne peut pas étudier autrement. Alors voilà, c'est la partie un peu moins visuelle, voilà, de la recherche, mais c'est aussi important. Alors, comment on peut simuler les environnements extrêmes dans un laboratoire? Alors, je vous donne l'exemple de l'environnement du parc Yellowstone aux États-Unis, ont des températures très élevées et des pH acides, mais toujours en présence de l'oxygène. Pour le faire, il faut simuler, on crée un environnement comme ça. Alors, on va devoir un bain marie, on a un bain à l'huile. Notre protection thermique, c'est le papier à bulles, il faut être créatif. Et après, on a du verre fait spécialisé pour nous, avec des cols très, très longs et des bouchons hydrophobes. Ça empêche l'évaporation d'eau parce qu'on a des températures très, très élevées. Ça crée une évaporation de l'eau dans notre culture. Et les bouchons évitent une évaporation d'eau et les cols très longs, ça permet l'échantillon à très haute température de mélanger avec l'air de laboratoire qui est à 25 degrés. Ça crée la condensation que vous voyez ici et l'humidité retombe comme la pluie au sein de nos airlines au laboratoire. Et c'est comme ça qu'on cultive les hyperthermophiles. Après qu'on les cultivé, la prochaine étape, essayer de les tuer. En fait, les choses qu'on cherche à faire, c'est de pousser leurs limites de survie. C'est-à-dire, si on commence avec un organisme qui aime bien les environnements très salés, on les met dans des conditions plus en plus salées jusqu'à saturation du sel. C'était un thermophile qui aime bien la chaleur, on les met à des températures plus en plus chaudes jusqu'à le point qu'il ne peut plus survivre. Et pour déterminer leur survie, on peut compter des colonies, souvent sur les boîtes de Petri, comme vous pouvez voir ici. Et on peut même voir des petites mutations, des changements de couleur que vous voyez là. Après qu'on ait déterminé leur limite de vie, entre guillemets, naturelle, on les met dans des conditions dans lesquelles ils ne se trouvent jamais dans le milieu naturel. On peut mettre un halophile en présence de haute pression ou des rayonnements ionisants comme des rayonnements X qu'on ne se trouve jamais sur la surface de notre planète, sauf dans des conditions artificielles, la plupart du temps artificielles. Et après, ça nous permet d'étudier leurs mécanismes de survie. Et c'est là que je fais la plupart de mes recherches sont penchées sur ces mécanismes de survie. Les mécanismes de survie, ça, c'est des études en biochimie, des différentes réactions, d'isoler des différentes molécules et de les étudier en profondeur. Alors, si on regarde une cellule, même si vous n'avez pas une formation scientifique, ce n'est pas si difficile que ça. Une cellule, à la base, c'est composé des lipides, des acides nucléiques comme ADN et ARN, de l'eau et des protéines.
Alors, si on s'intéresse d'abord aux lipides. Si on voit les lipides, d'abord, on fait un zoom sur les lipides d'un organisme non extrémophile. Ces organismes, leurs lipides ressemblent un peu comme ça, pour donner un exemple. Mais à forte chaleur, les lipides ont tendance à se séparer. Ça, c'est pas pour les cellules parce que ça donne leur surface est maintenant trop perméable à l'environnement. Alors, pour éviter cette perméabilité, ils changent leurs lipides. Ils ont des lipides un peu comme ça. Au lieu d'avoir une bicouche, ils ont une monocouche. Les lipides sont maintenant se connectés. Alors, ça, c'est une adaptation qui est arrivée au fur et à mesure pendant l'évolution. Pour les organismes sacrophiles à basse température, c'est l'inverse. Les lipides ont tendance à être trop proches et ça empêche toutes les interactions avec l'environnement et les échanges avec l'environnement. Alors, pour éviter ça, les lipides, ils insèrent des insaturations, ils changent leur conformation pour garder toujours une membrane un peu fluide. Si on change notre perspective maintenant et concentré plus sur l'eau et les protéines, alors là, la situation c'est un peu différente. Alors, si on cible sur des milieux très salés qui sont habités par les halophiles, comme Majorque, vous pouvez voir, ils ont du sel à saturation partout. Alors, les sels non extrémophiles ont tendance à perdre toute l'eau dans leurs cellules à cause de cette forte salinité. Mais vous pouvez voir l'effet que ça fait sur ces petites ribos. On voit qu'avec plus en plus de salinité, les cellules, c'est vrai, ou les bonbons deviennent plus en plus concentrés et on perd l'eau. Mais les organismes halophiles, surtout les archéalophiles, ils ont choisi une adaptation avec les mêmes concentrations de sel dans leurs cellules qu'à l'extérieur. Alors, ils sont les grands spécialistes des environnements très salés. Ça permet, eux, de garder l'eau dans leurs cellules et garder cet équilibre. Mais il y a un effet secondaire de ça qui n'est pas évident. Les sels intracellulaires leur donnent une radiorésistance. Je vous explique. Pour radiorésistance, on a une cellule comme ça. On a des mécanismes à la base d'une cellule. On a besoin des protéines qui sont capables à repérer les dommages de l'ADN. Et l'ADN doit être intact pour faire une réplication classique. Le problème, c'est que les rayonnements ionisants, comme les rayonnements X, sont capables un peu à déposer directement sur l'ADN, mais la plupart arrivent sur l'eau dans les cellules. Après, il y a toutes les réactions chimiques qui se forment, qui arrivent à endommager l'ADN et créer des cassures double brin. Alors ça, c'est juste une façon à dire l'ADN est complètement fragmenté en petits morceaux. Le problème arrive quand les protéines responsables de la réparation de l'ADN sont également endommagées. Comme ça, on ne peut plus réparer l'ADN et les cellules sont mortes. Mais les cellules intracellulaires sont simplement capables à faire des réactions chimiques pour éviter que l'ADN et les protéines sont endommagées. Et ça, c'est des études qu'on a faites en 2009. Et même année, il y avait une équipe du Michael Daly aux États-Unis qui ont trouvé chez Deinococcus radiodurans un mécanisme qui est identifié également ensuite dans les archéalophiles avec un autre ion. Cette fois-là, c'est de manganèse concentré dans les cellules. Et pour les gens qui ont un intérêt scientifique, voilà les différentes réactions chimiques. Vous pouvez voir si ça vous intéresse. Mais la chose à savoir, c'est que si on augmente la concentration intracellulaire de manganèse, on trouve tous les organismes radiorésistants. Alors, c'est une tendance générale. Si les organismes ils ont plus de manganèse dans leurs cellules, ils sont plus radiorésistants. Et pour les gens scientifiques qui s'intéressent à ça, voilà l'image en fluorescence avec les rayonnements X pour identifier le manganèse se concentre à forte concentration vers l'ADN. Et c'est pour ça que ça aide à protéger les cellules. Alors, avec tous ces mécanismes ensemble, voilà, ça c'est la protection au sein des cellules avec l'eau et les protéines, mais il y a également un mécanisme d'adaptation au milieu extrême. Dans la plupart des micro-organismes prokaryotes, ils ont une seule copie de leur génome. Ça, c'est normal.
Mais chez d'autres micro-organismes extrémophiles, ils ont entre 8 et 25 copies de leur génome par cellule. C'est énorme. Alors, pourquoi ils ont tous ces copies de leur génome? Wow, il y a un petit avantage. Ça leur permet de trouver leur partenaire de l'ADN. Au cas où que leur ADN est endommagé ou fragmenté, ça, c'est un schéma qui a été fait par l'équipe de Zaradka pour Deinococcus radiodurans, pour visualiser que l'ADN, qui est normalement circulaire, est complètement fragmenté en petits morceaux. Mais l'idée d'avoir plusieurs copies du génome, ça permet d'avoir des différents morceaux de l'ADN qui ont des petites cassures, des endroits différents que les autres. Alors, chaque petit morceau peut servir comme une trame pour les autres molécules de repérer petit à petit avec toutes ces réactions chimiques et se retrouve à la fin avec le retour de l'intégrité du génome sans mutation. Parfaitement, une fidélité complète. On a fait les mêmes séries de manip chez Alobacterium salinarum, qui poussent à très forte salinité. Ça, c'est juste une représentation de leur ADN au départ, après exposition au rayonnement gamma, complètement fragmenté en petits morceaux. Mais 8 heures après, entre 8 et 12 heures, on a le retour complet de l'ADN sans mutation. Alors, plus de l'ADN, moins de problèmes. Alors, quelles sont les autres leçons on peut tirer de l'art de vivre comme les extrémophiles? Première leçon, ne pas juger la surface. Alors, petit quiz pour vous. Regardez ces deux images. Est-ce que vous êtes capable de déterminer qui est l'extrémophile et qui n'est pas un extrémophile? En fait, c'est un peu un piège parce que voilà l'extrémophile, mais en fait, c'est impossible à distinguer à la surface qui est extrémophile et qui n'est pas extrémophile. Les deux cellules ressemblent complètement. La différence, c'est qu'il y a un organisme qui est arché et un organisme qui est bactérie. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pour expliquer, je retourne à l'idée de radiorésistance. Si on regarde, nous, au niveau de radiorésistance, voilà, c'est notre échelle de radiorésistance. Nous, les êtres humains, on peut survivre à une exposition à 4 degrés. Les unités ne sont pas très importantes, mais regardez ces chiffres-là, du 4. Et maintenant, si on compare avec d'autres organismes, on doit tout de suite changer de l'échelle. Maintenant, cette carré représente 100 degrés. Parce qu'un autre organisme, un arché, Pyrococcus, peut survivre jusqu'à 2500 degrés. Nous 4, cet organisme, 2500 degrés. Les archées halophiles peuvent survivre jusqu'à 5000 degrés. Et le grand champion de radiorésistance, Deinococcus radiodurans, à 12 000 degrés. Alors, les choses, ce n'est pas du tout le même. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Voilà, on trouve certains organismes sont des archées et d'autres des bactéries. Et nous sommes des eucaryotes. La différence, c'est que les bactéries et les archées, sous un microscope, se ressemblent fortement. On ne peut pas distinguer à l'œil archées et bactéries. La différence est dans leur machinerie moléculaire à l'intérieur, surtout leurs mécanismes liés à l'ADN, réplication de l'ADN et réparation de l'ADN. Et ces mécanismes de réparation de l'ADN qui sont le plus importants dans le contexte de la lutte contre le cancer. Parce que les archées et les eucaryotes, nous, on a tous les deux les mêmes machineries moléculaires pour la réparation de l'ADN. Ça permet d'utiliser les archées comme modèle moléculaire pour comprendre les mécanismes de réparation de l'ADN qui ne fonctionnent pas dans le cas des cancers chez l'homme. Et ça permet cet échange le plus facile à faire chez les archées. Deuxième leçon avec les extrémophiles, choisir sa stratégie. Êtes-vous extrême? Un peu ou pas du tout? Il y a des organismes qui sont extrêmement philes. Ils ont besoin de ces conditions extrêmes pour leur survie. Mais d'autres organismes qui sont simplement tolérants à des conditions extrêmes. Ils n'ont pas besoin de ces conditions extrêmes, mais ils peuvent survivre quand même. Alors, les organismes non extrêmes, on les appelle les mésophiles. Nous sommes des mésophiles. Après, il y a des organismes qui sont des vrais extrémophiles, qui ont besoin des conditions,
et d'autres qui peuvent survivre avec ou sans ces conditions extrêmes. Un exemple d'un organisme extrémophile, c'est notre exemple du Halobacterium, des archées halophiles. Les archées halophiles habitent dans les concentrations fortes de sel. Les organismes non halophiles perdent l'eau, mais les archées halophiles ne perdent pas l'eau intracellulaire grâce à la forte concentration du sel. Le problème, c'est que les archées halophiles maintenant sont trop spécialisés. Alors, si on les met dans l'eau distillée, l'eau du robinet, les cellules commencent à gonfler. Toute l'eau arrive au sein des cellules. Les cellules gonflent jusqu'à le point que les cellules explosent. Alors, ce sont des vrais extrémophiles trop spécialisés pour les environnements non extrêmes. Un exemple d'un organisme extrêmement tolérant, en fait, c'est Deinococcus radiodurans. On n'imagine pas parce qu'on parle de Deinococcus radiodurans toujours dans le contexte de radiorésistance, alors c'est toujours dans un contexte extrême. Mais en fait, c'était isolé pour la première fois à partir d'une boîte de viande conservée qui était stérilisée par des rayonnements X. Et en fait, Deinococcus radiodurans, pour le cultiver dans le laboratoire, c'est dans des conditions pas du tout extrêmes, complètement non extrêmes. Et on a fait des expériences au laboratoire de mettre Deinococcus radiodurans dans des conditions pour lesquelles il n'est pas du tout adapté, par exemple les hautes pressions hydrostatiques, mais ça survit quand même. Alors, ça montre la capacité de Deinococcus radiodurans de survivre en présence ou absence des conditions extrêmes. Deuxième leçon, si le pire arrive, se confiner. En ce moment, on est très familier avec le concept de confinement, mais les extrémophiles également. Il y a certains extrémophiles, comme les archéolophiles, qui sont capables à survivre au sein des cristaux de sel. Cette image que vous voyez à droite, c'est l'image de la collection du halite, du sel de table, de NaCl, au Muséum d'histoire naturelle. Et vous voyez les jolies inclusions dans le halite. Et c'est là qu'on peut trouver potentiellement des organismes encore vivants dedans. Une autre forme de vie inactive sont des spores. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est une spore de bacillus qui était coupée et on voit à l'intérieur. Ces spores de bacillus sont connus pour être capables à survivre même à l'exposition aux rayonnements et la vide de l'espace, soit sur la station spatiale, sur ces équipements d'expose, avec chaque échantillon, ce petit cercle ici, ou dans cette expérience de BioPan, qui ressemble fortement à une machine à gaufres. Et l'idée, c'est que c'est lancé dans l'espace, ça ouvre pour exposer les échantillons de l'espace, et après, ça referme et ça, pour retourner à la Terre. Un autre mode de vie inactif sont les tardigrades. Alors, moi, je spécialise sur les prokaryotes, mais il y a d'autres chercheurs, y compris des chercheurs au Muséum national d'histoire naturelle, qui sont spécialisés sur les tardigrades. Les tardigrades sont des petites animaux microscopiques qui sont également extrêmement tolérantes. Ils sont capables de survivre, même à haute pression, à très basse température et même à exposition à des fortes expositions aux rayonnements ionisants. Ils sont capables à survivre parce qu'ils ne sont pas dans ce format-là, une fois exposés aux des conditions extrêmes, mais plutôt dans ce format-là. C'est une forme déshydratée. Ils perdent toute leur eau, qui est, on a discuté tout à l'heure, le cible, surtout pour les rayonnements ionisants, qui peut créer les dommages de leurs cellules. Alors, sans cette eau à l'intérieur, ils sont capables juste d'attendre patiemment pour le retour des conditions moins extrêmes. Alors, il y avait également des tests des tardigrades déshydratés dans l'espace sur BioPan. Ils ont trouvé qu'ils sont capables à survivre dans orbite. Il y avait également une expérience qui a un peu fonctionné différemment que prévu. Il y avait l'expérience qui était prévue pour faire un atterrissage sur la Lune, qui a fait un atterrissage moins prévu. Et en fait, ça a relâché tous les échantillons, y compris les tardigrades. Alors, on peut poser des questions. Est-ce ça pose un problème pour la Lune? En fait, pas de souci. Les tardigrades sont toujours dans leur mode inactif sans l'eau. Et il n'y a pas suffisamment de l'eau liquide sur la Lune pour leur réhydrater. Alors, ils sont là, mais ils ne se posent aucun problème de contamination sur la Lune. Une autre leçon, soutenir vos voisins.
L'image que vous voyez là, c'est un biofilm. Un biofilm, c'est une collection des micro-organismes qui fonctionnent comme un ensemble, comme une communauté. Et ça permet des organismes de se protéger, surtout dans des conditions extrêmes. Si on regarde un peu plus près, on peut voir un exemple de à quoi ça ressemble un biofilm sur un microscope électronique à balayage, voir des cellules individuelles, mais aussi connectées par les différentes filaments ici, des différentes molécules. Ces molécules, si on regarde ce schéma, sont des sucres ou l'ADN ou même les protéines qui sont partagées et connectées entre les cellules. Si on regarde sur le terrain, on peut identifier des différentes biofilms, même sur le terrain. Là, c'est un exemple des environnements très salés et très secs dans le désert. Et là, les chercheuses sont en train d'évaluer et identifier les pigments. Les deux pigments qu'elles ont identifiés sont provenant de la première couche, c'est cette couleur rose, c'est provenant de les halophiles avec une protection UV, leur crème solaire, les caroténoïdes. Et cachés juste en dessous sont les cyanobactéries, tout en verte. Et ça, c'est leur chlorophylle. Alors, en fait, les cyanobactéries se cachent en dessous de la protection des halophiles pour la protection contre les rayonnements solaires et que ça permet de garder leur activité en photosynthèse. On voit également ces biofilms dans les environnements encore plus extrêmes, et ça, c'est dans l'Arctique à Svalbard, dans une source chaude dans Svalbard. Alors, ces biofilms, on trouve sur différents types d'environnements extrêmes. Une autre leçon, modifiez votre régime. Alors, au niveau du métabolisme, on est tous pareils. On a besoin de manger quelque chose, avoir une source donneur et accepteur des électrons. Pour nous, on a l'oxygène et on a des déchets. Alors, pour le micro-organisme, c'est pareil. Mais il peut manger des choses un peu plus étonnantes. Par exemple, revient sur les archéalophiles. Ils sont capables de se former un biofilm et comme vous pouvez voir, ils ont de l'ADN. Alors, ils ont non seulement plusieurs copies de l'ADN au sein de leurs cellules, mais ils ont l'ADN à l'extérieur de leurs cellules. Et il y avait 2 études qui étaient effectuées dans les laboratoires et qui ont montré qu'ils sont capables, s'ils manquent du phosphore, de manger, entre guillemets, manger leur propre ADN, soit intracellulaire ou extracellulaire. Et ça, c'est parce que quand on regarde la structure de l'ADN, c'est à peu près 10% du phosphore. Alors, ça donne un exemple un peu bizarre de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre régime. Dernière leçon, on peut tirer des extrémophiles, connaître vos limites ou peut-être les dépasser, on ne sait jamais. Et il y a des environnements comme ça à Dalal qu'on n'est pas capable encore d'identifier la vie. Alors, soit, c'est-à-dire que la vie n'est pas possible dans ces environnements, c'est trop extrême, la vie est limitée. Et là, ça pose une question très intéressante. Pourquoi la vie est limitée? C'est quelle molécule qui n'est pas capable de fonctionner? Ou est-ce que c'est simplement qu'on n'est pas encore capable à détecter des formes de vie dans ces environnements à la limite? Alors, un exemple de ça, si on regarde nos 3 exemples qu'on a utilisés surtout ce soir, Deinococcus radiodurans, qui est extrêmement tolérante, Halobacterium, extrémophile, et E. coli, non extrême. Si on les met dans des conditions très, très secs, Deinococcus et Halobacterium, pas de souci. Ils sont capables à survivre dans des conditions très secs. E. coli, pas du tout. En exposition de rayonnements ionisants, c'est la même chose. Deinococcus et Halobacterium, ils ont une survie totale, mais pas du tout E. coli. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout exposé à des conditions de rayonnement ionisant comme les rayonnements X dans leur milieu naturel. Alors ça, ce n'est pas une capacité faite par sélection naturelle. Et si on les met dans des conditions encore plus loin de leurs conditions naturelles, voilà, à pression hydrostatique qui ressemble à la profondeur des océans. Et c'est des organismes de surface. Ils sont même capables à survivre. Et encore une fois, ça, ce n'est pas lié avec la sélection naturelle. C'est lié simplement à la chimie de leurs cellules. Toutes ces conditions induisent la même dommage moléculaire dans les cellules. Alors, c'est grâce à des études au laboratoire, au niveau moléculaire, qu'on peut comprendre comment la vie peut dépasser ses limites.
Alors, tout ça nous aide à comprendre le potentiel pour la vie ailleurs, dans les conditions extrêmes. Les autres planètes, les conditions ressemblent plus à des environnements extrêmes sur la Terre que les conditions que nous, on préfère. Quand on regarde cette image de le télescope Hubble, quand on regarde toutes les différentes galaxies avec les différentes planètes et exoplanètes, on peut bien imaginer le potentiel pour la vie ailleurs. Mais on n'a toujours pas encore la preuve de la vie ailleurs. Mais l'idée des extrémophiles est toujours couplée avec exobiologie. En fait, c'était un chercheur de NASA qui a vraiment utilisé pour la première fois ce mot extrémophile dans la littérature. Alors, quand on regarde notre planète, les environnements les plus extrêmes, on peut regarder les limites de tolérance, non seulement des micro-organismes, mais leurs molécules composantes. Et ça nous aide à imaginer le potentiel pour la vie sur d'autres planètes à la base de ces mêmes molécules. Et imaginons, est-ce que c'est possible sur les planètes comme Mars ou potentiellement sur les lunes glacées? Alors, sur Mars, en ce moment, il y a le rover Perseverance qui est en train de commencer l'exploration de la planète pour préparer le retour des échantillons martiens. Ces échantillons seront étudiés par des scientifiques sur la Terre pour essayer d'identifier s'il y a potentiellement des traces des protéines, des acides nucléiques, des lipides ou encore d'autres types de fossiles de la vie passée sur Mars. Si il y avait la vie à un moment donné sur Mars, l'idée, c'est d'essayer d'identifier ces traces dans le registre fossile de Mars. Mais surtout à Mars, on a des conditions qui sont avec forte de radiation, des températures très basses, de forte salinité dans certains endroits et surtout des présences des métaux, le fer surtout, qui donne cette couleur rouge de la planète. On a également des lunes glacées. Sur ces lunes, en dessous de cette couche de glace, on a des océans à très forte pression à cause de cette couche de glace et très salée. Regardez l'eau liquide, des rayonnements forts comme des rayonnements X et des rayonnements gamma, et également des températures très basses. Vous pouvez voir ici le schéma et qu'est-ce que c'est proposé pour ces lunes glacées. Ça, c'est Encelade, qui est une lune glacée du Saturne, avec une couche de glace et en dessous, une océan salé avec des sources chaudes hydrothermales. Alors, est-ce que la vie est potentielle là? On ne sait pas, mais c'est grâce à l'exploration de notre planète qu'on met la vie qu'on connaît sur notre planète dans le contexte de la potentiel pour la vie sur le système solaire et encore plus loin. Alors, nos extrémophiles nous donnent des leçons. Première chose, ça nous aide à mieux comprendre notre place dans la biodiversité de notre planète. La recherche fondamentale sur des organismes extrêmes nous permet de préparer les découvertes et les applications de l'avenir. Les extrémophiles nous aident à comprendre l'art de vivre, un peu comme un extrémophile, et le potentiel pour la vie ailleurs. Et ça donne un autre regard sur notre planète. Mais il reste plein de choses à découvrir. Alors, je vous encourage d'encourager vos enfants à devenir des chercheurs et des chercheuses. Je vous remercie pour votre attention, pour tous les chercheurs qui ont vraiment eu la gentillesse de me donner l'accord d'utiliser leurs images du terrain et des autres expériences. Et surtout les équipes de recherche, surtout l'équipe BIM du MNHN et nos jeunes chercheurs qui continuent leur travail en ce moment malgré les conditions pas faciles avec la pandémie COVID. Si vous êtes intéressé d'apprendre plus sur les extrémophiles, vous pouvez trouver moi sur Instagram pour apprendre plus sur les extrémophiles. Et pour conclure, à l'honneur de la journée non officielle de Star Wars, je veux dire, may the Force be with you. Merci beaucoup et je vais prendre vos questions. Merci Adrienne Kish pour cet exposé passionnant. En tout cas, vous nous l'avez présenté avec beaucoup de détails, d'explications. C'était vraiment très, très clair. Et bien sûr, vous n'avez pas tout pu dire, mais en tout cas, vous nous avez vraiment donné envie de peut-être voir les prochaines conférences qui vont être complémentaires à la vôtre. Et déjà, la vôtre est très, très, très riche. Bon, bah, on va passer aux questions, bien sûr. Alors,
Je vais commencer par la deuxième question sur les polyextrémophiles. On vous demande si on note tout de même un changement de leur activité ou de leur reproduction avec la concentration saline, la pression ou la température, voire la quantité de radiation. Est-ce qu'il y a un changement? C'était une très bonne question. Et en fait, ça dépend sur les organismes, mais souvent pour les conditions quand ils sont plus en plus extrêmes, ils ont moins d'activité. Et ça, c'est normal. Et surtout, en présence des radiations très fortes, ils ont une période de latence après exposition aux radiations pour permettre la réparation de tous les dommages induits. Alors, on voit qu'ils arrêtent complètement leur cycle cellulaire. Ils ne font pas de division cellulaire, surtout pas de réplication de leur ADN parce que leur ADN a des dommages. Alors, les cellules s'attendent de repérer ces dommages avant de recommencer un cycle de division cellulaire normal. Alors, quand on arrive souvent les conditions de plus en plus extrêmes, effectivement, ils ont un métabolisme qui a une tendance à être plus ralenti ou changer pour un mode de vie moins actifs dans les conditions les plus extrêmes, sauf pour les organismes qui sont les vrais extrémophiles, qui ont besoin de ces conditions. Et en fait, ils sont plus actifs avec des conditions plus extrêmes. Les particularités avec les polyextrémophiles, c'est la combinaison des stress. Souvent, les organismes peuvent supporter un stress ou un autre, mais c'est la combinaison de plusieurs stress. Ils ne sont pas capables à survivre avec toutes ces combinaisons ensemble. Et ça, c'est un sujet de recherche qu'on continue en ce moment d'explorer. C'est les différentes combinaisons et quelles combinaisons sont le plus limitantes pour la vie. Alors, la question suivante est très, très intéressante. On vous demande si on retrouve des extrémophiles dans le corps humain. En fait, on ne trouve pas des extrémophiles dans le corps humain parce que notre corps n'est pas suffisamment extrême. Il y a certains endroits de notre corps, surtout sans oxygène. Alors, il y a des organismes qui ont un métabolisme en anaérobie. Mais dans les environnements les plus extrêmes, les endroits les plus extrêmes de notre corps, c'est surtout, je dis, dans l'estomac. Les organismes sont en fait protégés de l'acide de nos estomacs. Alors, il y a des micro-organismes, mais ils ne sont pas en pleine exposition aux conditions extrêmes. Alors, ce ne sont pas des extrémophiles. Ils sont vraiment cachés de la partie la plus extrême. Alors, les extrémophiles, c'est vraiment à l'extérieur de nous. Mais ça, on y a intérêt toujours, même si ce n'est pas dans notre corps, il y a intérêt toujours à les explorer pour les comprendre mieux. Oui, là c'est de ma part, parce que justement, comme ces recherches-là vont également vers des applications, est-ce que dans l'avenir, nous aurons des extrémophiles dans nos corps? Ça va nécessiter une évolution de notre corps que on n'a pas encore. Les choses qu'on peut faire, vraiment, comment on peut extraire les choses pour les extrémophiles à nous. Il y a plus des études maintenant sur surtout l'idée des molécules. Par exemple, j'ai discuté tout à l'heure de la manganèse chez Deinococcus radiodurans qui aident leur résistance. Et ils sont juste au début de l'idée de faire des extraits de le manganèse et différents acides aminés pour voir si ça peut être éventuellement un traitement chez les eucaryotes. Ils ont arrivé juste à la stade de faire des tests chez les souris pour voir est-ce que ça aide ou pas. Alors, on est très, très loin de quelque chose qui sera utilisé comme un traitement chez l'homme. Mais ça, c'est la sorte de choses qui sont en train d'exploration en ce moment. Oui. Vous avez parlé, ça c'est une question du public, vous avez parlé de la microscopie à fluorescence. Mm-hmm. Et est-ce qu'elle permet de distinguer les parties vivantes et mortes? D'une certaine façon, il y a des marqueurs qui permettent à insérer uniquement dans les cellules avec une membrane, avec des trous dans la membrane, c'est-à-dire une cellule morte. Mais le problème, c'est qu'il y a des exceptions. Alors, même si, il y a la règle et après l'exception à la règle. Alors, on a des kits, ça s'appelle carrément live dead, pour vivante, morte, mais
il y a certains organismes qui sont capables d'être marqués comme mortes, même s'ils sont encore vivantes. Alors, c'est pour ça qu'on étudie leur biochimie vraiment à profondeur pour comprendre comment ça se passe et trouver d'autres marqueurs. Alors, ces tests sont un peu généraux, ça permet une première piste à explorer. Est-ce que les organismes sont vivants ou morts? Mais on doit toujours faire d'autres tests complémentaires parce que ce n'est pas à 100%. Et vous aviez montré aussi des analyses avec des tubes et quelqu'un pose cette question. Comment la stabilité des échantillons est-elle gérée entre le prélèvement et l'analyse? En fait, on utilise surtout congélation. Alors, on a souvent une grande espèce de chameau rempli avec de l'azote liquide. Et ça permet de faire une congélation rapide de nos échantillons à des températures qui permettent la préservation de toutes les cellules intactes. Et on les préserve comme ça pour transport jusqu'à nos laboratoires. Et en fonction de type d'isolation, on peut les garder quelques jours jusqu'à 2 semaines, le temps de les transporter. Parce que quelquefois, les endroits sont très, très loin de nos laboratoires. Alors, de prendre des bateaux, plus avions, plus, ça prend un peu de temps de retourner dans nos laboratoires. Alors, c'est fait souvent par congélation, quand on peut faire de congélation, ou sinon, on doit faire des tests sur le terrain et ramener juste avec quelques échantillons qu'on peut préserver à température ambiante. Et au sujet des mutations des extrémophiles, qu'est-ce qui leur arrive au juste? En termes des mutations? Quelqu'un vous pose cette question sur les mutations des extrémophiles. En fait, peut-être parce que les extrémophiles se modifient. Ah oui, les extrémophiles, on a le potentiel pour des mutations toujours. On est en train de voir maintenant avec le COVID tous les variants qui s'arrivent à cause des mutations. C'est une partie juste complètement normale de la biologie des mutations. Et c'est une façon de réorganiser le génome pour voir s'il y a un avantage au niveau de sélection naturelle d'une certaine combinaison ou d'autres. Alors, il y a certains extrémophiles qui sont capables à incorporer de l'ADN de différents organismes pour voir est-ce que cet ADN peut être utile, donner une utilité pour les cellules, mais aussi juste des mutations aléatoires. Il y a certaines mutations qui augmentent la survie des micro-organismes et en fonction un environnement qui change et devient plus extrême, il y aura certains organismes qui sont capables de survivre. Une chose qu'on a vue avec des archéolophiles à la bactérium en présence de rayonnements gamma, qu'on les irradie avec des rayonnements gamma, ils ont des parties de leur génome, ça s'appelle des transposons. C'est des petits morceaux de leur ADN qui sont capables à réorganiser dans leur génome de façon aléatoire. Voilà. Et en période de stress absolu, le génome peut se réorganiser de façon aléatoire pour voir si cette combinaison est mieux pour leur survie ou pas. C'est un peu une dernière chance pour la cellule de survivre ou pas. Et c'est ça qu'on voit souvent avec ces mutations. Alors, il y a un potentiel de mutation qui est un bénéfice. On a toujours l'idée de mutation comme quelque chose de négatif ou de devenir un super-héros ou juste comme ça, mais c'est juste une partie du monde naturel. Concernant l'ADN, comment est-ce que le MN protège l'ADN des radiations? Et est-ce que c'est par absorption? En fait, c'est par des réactions chimiques. Le manganèse est capable à faire des interactions avec on s'appelle ça les radicaux libres, ces espèces d'oxygène qui sont capables à endommager des molécules comme les protéines et l'ADN des cellules. Alors, le manganèse, en fait, est capable à faire une transformation chimique de ces molécules. Alors, c'est un antioxydant. Alors, le manganèse, c'est un antioxydant, mais juste en forme d'un ion dans les cellules. Alors, pas besoin d'une grande machinerie, des enzymes ou des protections, tout ça. Juste des ions comme ça dans les cellules peuvent protéger les cellules. Alors, c'est la même chose pour les sels intracellulaires, c'est juste une réaction chimique. Alors, c'est un peu de la biologie qui protège la biologie. Très bien. Alors, quelqu'un demande
si les extrémophiles peuvent être utilisés comme traceurs. Comme traceur de quoi? Je ne sais pas, excuse-moi si je n'ai pas bien compris votre question, je ne sais pas qui a posé la question, mais les extrémophiles, on peut les utiliser comme traceurs du changement climatique. Si on a des environnements plus en plus extrêmes, avec, par exemple, le réchauffement climatique, on a des températures plus élevées ou des environnements très salés qui deviennent encore plus salés à cause de le réchauffement climatique, on voit le changement de la biodiversité vers les extrémophiles et on perd tous les organismes qui ne sont pas extrêmes ou qui sont simplement extrêmement tolérantes. Ils ont une certaine tolérance, mais ils n'arrivent pas à vraiment les conditions les plus extrêmes. Souvent, c'est le cas. Alors, quand on surveille la biodiversité des environnements, ça nous donne déjà une astuce sur les conditions et les tendances dans l'environnement. Est-ce que ça devient de plus en plus extrême? Ça peut être ça la question. L'autre façon d'utiliser les organismes extrémophiles comme un traceur, les organismes qui survivent à très longue durée dans un mode de vie inactif sont utilisés également comme des marqueurs des paléo-environnements parce que c'est des organismes qui là, depuis un bon moment, alors ça donne une astuce sur les conditions dans le passé sur notre planète également. Alors là, il y a une question que je vais quand même vous poser parce qu'elle m'intrigue. Peut-on réellement être sûr que les tardigrades ne vont pas muter ou autre pour s'adapter à la Lune? Ça, c'est une première partie. Et la personne ajoute et créer une catastrophe. Oui, c'est souvent la question quand on imagine qu'il y a quelque chose de vivant. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a pas de souci parce que ces tardigrades sont complètement déshydratés. Alors, on ne connaît pas ça. Comme ça, on arrive à les limites de la vie qu'on connaît. Une limite absolue qu'on connaît jusqu'au présent, c'est l'absence d'eau. Si les échantillons des micro-organismes sont complètement à sec, ils ne sont pas capables à faire toutes les réactions de biochimie qui sont responsables pour l'état qu'on dit vivante. Alors, les cellules sont toujours là, mais ils sont inactifs complètement. Ils n'ont plus de chimie de tout. Alors, ces tardigrades sont bien sûr sur la Lune, mais complètement inactifs sans de l'eau liquide. Alors là, ça pose aucun problème. C'est plus sur nos imaginations. Ça peut créer une très bonne histoire des super-héros, mais en réalité, non. La réalité, c'est un peu moins fun. Peut-être que la personne est écrivain ou écrivaine et cherche des idées. Ça peut être une super idée. On va continuer sur les extrémophiles. Est-ce que les extrémophiles seraient présents depuis la toute première formation de la vie sur Terre? Alors là, la différence, c'est que les organismes qu'on a sur la planète en ce moment ne sont pas les mêmes choses qu'à l'origine de la vie. Alors, ils sont très, très loin. Alors maintenant, les extrémophiles qu'on connaît maintenant, ils ont suivi 4 milliards d'années d'évolution. Alors, sont vraiment, malgré le fait qu'on a tendance à dire, ouais, c'est des organismes tout simples, c'est juste une cellule, voilà, c'est tout simple. En fait, c'est un organisme très spécialisé. C'est vraiment le plus efficace dans ces environnements-là après ces milliards d'années d'évolution. Alors, les débuts de la vie étaient très, très loin de ce qu'on connaît sur les micro-organismes sur la planète en ce moment. Alors, c'est pas la même chose. À l'origine de notre planète, effectivement, l'origine de la vie était dans les conditions qu'on dit pour nous maintenant très extrêmes, mais il y a des hypothèses que la vie était soit l'origine était dans un environnement extrême. Souvent, ils posent l'idée d'une source chaude ou même les milieux plus salés. Il y a un grand débat là-dessus, mais il y a un autre camp des personnes qui proposent que non, l'origine de la vie était dans les petites oasis
qui était non extrême de notre planète, un peu protégée, un peu comme ils cherchent sur Mars, une zone un peu plus protégée de les radiations de la surface, un peu plus profonde de protection, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces protections contre les rayonnements et le soleil était également différent. Alors, c'était un peu différent de l'origine de la vie, ça, c'est encore un débat et voilà, on cherche toujours à comprendre les origines de la vie sur notre planète. C'est plus difficile maintenant qu'on ne peut plus revenir en arrière à notre planète et changer tellement qu'on n'a plus un endroit sur notre planète qui ressemble à l'origine. Alors, c'est qu'en laboratoire maintenant on peut recréer ces conditions. Alors, encore l'avant-dernière question. Y a-t-il un lien entre l'apparition d'organismes complexes avec la formation de biofilms? Je pense que c'est biofilms bactériens. C'est possible parce que, comme on a vu ensemble, les biofilms, ça permet un échange entre les micro-organismes, ça permet un échange voilà, de l'ADN, des différentes molécules, des nutriments, une protection. Alors, une sorte de biofilm, c'est fort probable que ça a joué un rôle sur le développement de la vie, à l'origine de la vie, effectivement. Alors, au début de votre intervention, vous aviez dit que les halophiles aiment bien le sel, mais est-ce qu'ils l'aiment bien ou est-ce qu'ils le supportent? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Il y a, comme je disais, ça c'est un super exemple d'un endroit qu'on trouve les organismes extrêmement tolérants qui peuvent tolérer une certaine gamme de salinité. Après, voilà, c'est trop salé pour eux. Et après, il y a ces organismes qui sont des vrais extrémophiles, des vrais halophiles, qui sont incapables à survivre sans cette forte concentration du sel. Et c'est ces organismes qu'on trouve vraiment à saturation quand on commence à faire une récolte du sel, vraiment sur les marais salants. C'est là qu'on trouve des vrais extrémophiles. Alors, on a les deux en fonction de la salinité. Ben, très bien, nous avons terminé avec les questions. Merci beaucoup, beaucoup au public pour votre participation. Vous avez été aussi très attentifs. Et puis, de toute façon, vous nous avez donné des explications très claires. Et nous poursuivrons donc mardi prochain avec le professeur Patrick Forter. Merci beaucoup de l'avoir présenté sa prochaine intervention le 11 mai. Il est chercheur en biologie et il nous parlera, comme vous l'avez dit, des merveilleuses adaptations des organismes hyperthermophiles et de leurs virus également. Et le mardi 18 mai, nous recevrons Madame Sevser Sapaz, qui est pharmacognoste et qui est aussi professeure des universités. Elle interviendra au sujet des plantes résistantes aux milieux extrêmes et elle nous dira en quoi ces plantes sont prometteuses pour l'être humain. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est pour les extrémophiles. Mais après, nous avons d'autres conférences comme celle du 20 mai. Donc, nous vous invitons le 20 mai à partir de 14h30 pour assister à une séance sur les grands drones proposée par l'Académie de l'air et de l'espace. Et puis, vous pouvez également nous rejoindre le jeudi 27 mai à 19h autour d'une formidable table ronde titrée « Peut-on sauver les forêts ?» Elle est proposée à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité. Elle sera en partenariat avec, enfin, elle a été organisée en partenariat avec l'IRD et elle sera en duplex avec Antananarivo, qui est la capitale de Madagascar. Voilà, donc le public et nous tous, nous pouvons retrouver le programme en ligne sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie aux conférences et vous pourrez également revoir les conférences passées sur toujours notre site et nos ressources en ligne. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Bonne soirée, à bientôt.